Bonjour à tous, je suis Alexandre, chargé de clientèle chez Aucoffre. Je vais vous guider vers une meilleure compréhension de notre environnement économique et financier. Dans un premier temps, nous parlerons des différents types de risques auxquels un investisseur peut être confronté. Nous aborderons notamment le risque de liquidité, le risque systémique, le risque de volatilité, le risque opérationnel et enfin le risque politique et de force majeure. Un certain nombre de personnes nous posent souvent la question suivante, une banque peut-elle vraiment faire faillite? Afin de répondre à cette question, rappelons tout d'abord la fonction première d'une banque. L'activité traditionnelle d'une banque consiste à emprunter de l'argent sur les marchés financiers pour financer les crédits qu'elle octroie à ses clients à court ou à long terme. Plus le crédit accordé est long, plus la marge de la banque sera significative et moins le risque sera élevé. Ce système est éprouvé de longue date. Cependant, il présente des failles. Ainsi, en cas de crise, ce procédé peut engendrer des difficultés pour la banque à trouver de l'argent frais. Pour rappel, c'est exactement ce qui est survenu lors de la crise économique des subprimes en 2007. Depuis, le comité de Bâle a intégré dans son dispositif de régularisation la mise en place de deux ratios de liquidité, court et long terme. En d'autres termes, la banque a désormais pour obligation de détenir des liquidités de réserve, ce qui réduit sensiblement le risque de liquidité, sans pour autant l'annuler complètement. Ainsi, pour répondre à notre question, malgré le renforcement des dispositifs de protection mis en place par le comité de Bâle depuis la crise des subprimes de 2007, le risque zéro n'existe pas et une banque peut encore tout à fait faire faillite de nos jours. Nous allons maintenant illustrer le risque de liquidité pour un particulier. Monsieur Papin souhaite revendre rapidement son domicile pour acheter une maison récemment placée sur le marché. Ici, le risque de liquidité se traduit par l'impossibilité de Monsieur Papin de jouir du produit de sa vente pour acheter sa nouvelle maison. Afin d'obtenir le bien désiré avant que quelqu'un d'autre ne se l'approprie, M. Papin devra probablement revendre son habitation à un prix inférieur à celui pratiqué sur le marché de l'immobilier. Comme son nom l'indique, le risque systémique est le risque qu'un événement particulier entraîne, par réaction en chaîne, des effets négatifs considérables sur l'ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement. Pour illustrer ce risque, prenons l'exemple de la dernière crise financière mondiale que nous avons connue en 2007, la crise des subprimes. Cette crise résulte de plusieurs facteurs. D'une part, l'apparition d'une bulle spéculative sur les prêts hypothécaires américains. D'autre part, des échanges de titres hypothécaires de mauvaise qualité entre établissements de crédit. Lorsque cette bulle spéculative a explosé, cela a entraîné une insolvabilité des emprunteurs qui ne pouvaient plus pas rembourser, une crise de l'immobilier dont les prix se sont effondrés, et enfin, la fragilisation du secteur bancaire, voire la faillite pure et simple, comme celle de la banque Lehman Brothers en septembre 2008. Du fait de l'interrelation des banques entre elles, cette crise, à la base essentiellement américaine, s'est étendue à tout le système financier mondial, ayant conséquence d'affaiblir considérablement l'économie mondiale. La volatilité est un indicateur qui permet à un investisseur d'évaluer le risque et le rendement d'un placement. Plus la volatilité est élevée, plus l'espérance de gain sera élevée. En revanche, une volatilité élevée augmentera également le risque de perte en capital. Pour imager ce risque, prenons l'exemple de M. Pignon. Ce monsieur vient de réaliser une vente immobilière et veut sauvegarder au plus vite son patrimoine en investissant dans la valeur refuge de référence que sont les métaux précieux. M. Pignon décide d'investir la totalité de son enveloppe au cours du jour. Et étant donné que les cours des métaux précieux fluctuent en continu, M. Pignon se retrouve exposé à la chute des taux et donc, par définition, au risque de volatilité des cours. En d'autres termes, M. Pignon gagnerait à ne pas tout investir au même moment, mais plutôt à étaler ses investissements dans le temps pour réduire les risques liés à la volatilité des cours et donc réduire les risques de pertes financières. Ce risque est défini par le comité de Bâle comme le risque de perte venant de défaillances internes. Ce risque opérationnel est réparti en 5 axes. Premièrement, les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances des systèmes d'information, les problèmes liés à la gestion du personnel, et enfin, les litiges commerciaux, les accidents, incendies et inondations. Chaque métier est exposé à divers risques opérationnels. Ainsi, pour réduire ce risque, chaque société se doit de mettre en place une cartographie des risques inhérents à son activité. Afin d'illustrer ce cas, prenons l'exemple de l'affaire Kerviel. Ce trader de la Société Générale avait pris l'habitude de prendre des risques inconsidérés en pariant contre le marché pour maximiser ses gains.
Cela lui a été bénéfique jusqu'à ce que sa prise de risque se retourne contre lui et fasse perdre à la banque l'équivalent de 6,3 milliards d'euros. Comme leur nom l'indique, ces risques sont liés aux décisions politiques et administratives, mais aussi à des événements extraordinaires qui peuvent tout entraîner des pertes économiques, commerciales ou financières. Plusieurs types de risques politiques sont à dénombrer. Le risque de conflit ou de guerre, comme par exemple une entreprise qui investit sur le développement de ses échanges commerciaux avec la Russie. À la suite des sanctions internationales, elle se retrouve contrainte de stopper tout échange commercial avec la Russie. Le risque de nationalisme économique. Des mesures protectionnistes peuvent compliquer l'écoulement du stock d'une entreprise qui serait orientée vers l'import de marchandises étrangères et donc faire baisser le cours de ses actions. Le risque de troubles politiques et sociaux. Nous avons la crise des Gilets jaunes qui a grandement impacté l'économie au point de mettre en faillite certaines entreprises ne pouvant pas travailler à cause des manifestations. Nous pouvons également compter plusieurs risques de force majeure. Le risque d'entrave du commerce international. Là encore, nous pouvons prendre l'exemple de la Russie qui, en réponse aux sanctions internationales, a réduit ses livraisons de gaz à l'UE notamment. Cela a pour effet d'entraver le flux de marchandises et donc de faire grimper les prix. Le risque de faillite économique et financière. Le cas s'est présenté avec la crise de la dette grecque en 2008. L'État grec, en proie à de nombreux dysfonctionnements structurels, ne pouvait plus faire face à des dettes exigibles et était au bord de la faillite. L'Union européenne a réussi à endiguer cette situation avant qu'elle ne s'étende à tout le continent. Le risque terroriste. Un commerce spécialisé dans le tourisme à Paris a vu son activité grandement diminuer à la suite des attentats du Bataclan. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que ce dernier vous a plu et qu'il vous aura permis d'appréhender un peu mieux les risques économiques et financiers qui composent notre économie. Pour aller plus loin, vous trouverez en lien de cette vidéo quelques films et articles relatifs au sujet que nous venons d'évoquer. Je vous dis à bientôt. Au revoir.